nouveau pays avec un nouveau nom. Et ce pays-là sera créé à partir d'une véritable unité entre les trois zones ethno-linguistiques du Congo, c'est-à-dire entre les ethnies de la sphère nord, les ethnies de la sphère centre et les ethnies de la sphère sud. Nous nous retrouverons dans un lieu spécifique avec tous les chefs traditionnels, avec toutes les personnalités, et nous créerons ce nouveau pays. Il s'appellera plus République du Congo-Brazzaville ou je sais pas, mais nous trouverons un nom, nous avons déjà des propositions là-dessus, pour que nous repartions sur de nouvelles bases, à partir non pas d'un État qui a été créé par une puissance coloniale, mais d'un État que nous allons créer nous-mêmes. Donc, je résume, on utilise la tribu comme élément social pour nous permettre de construire notre pays, on crée un nouveau pays, on met en place des institutions qui tiennent compte de nos valeurs, on met en place la reconnaissance des trois zones ethno-linguistiques, la sphère nord, centre et sud, on met en place un conseil présidentiel, on met en place au niveau de l'armée un état-major avec gouvernance tournante et nous construisons le nouveau pays. Donc c'est un résumé qui permet aux gens qui n'ont jamais entendu parler de ce concept de comprendre ce que nous voulons faire. Et donc je vais laisser la parole, il est 22h41, je vais laisser la parole à un autre interlocuteur et si les autres ont des questions, n'hésitez pas à me les poser. En tout cas, nous avons d'autres propositions dans le livre blanc sur la tribalité. Je vous remercie et je passe la parole à un autre interlocuteur. Bonjour, est-ce que tout le monde m'écoute? Oui. Oui, on t'écoute. Voilà, donc je reprends la parole. Vu le temps qui reste, parce que là il est 22h41, il faut laisser la possibilité aux gens de pouvoir poser des questions, effectivement. Donc je vais passer la parole à Gaïno, qui va nous parler d'un sujet un petit peu différent, mais qui revient quand même au point principal que nous abordons. Il va parler donc de Sassou et le pouvoir. Voilà, donc, et puis moi je conclurai par le fédéralisme fiscal, par un petit film, et nous laisserons la parole à toutes les personnes qui souhaitent poser des questions. Donc Gaïno, tu as la parole. Bien, merci et bonsoir à tous. Bien, je voudrais tout simplement parler du pouvoir. Pourquoi? Parce que nous avions parlé là du fédéralisme et de la tribalité. Tout ceci dépend justement de comment on conçoit le pouvoir. Hannah Arendt, dans son livre Du mensonge à la violence, lui, il considère le pouvoir comme, si vous voulez, que le pouvoir correspond à l'aptitude à agir de façon concertée. Donc, le pouvoir désigne la capacité légale de faire une chose, d'agir pour un autre dont on a reçu un mandat. Et quand on est élu, ça veut dire qu'on reçoit donc un mandat d'agir légalement pour son peuple et de le représenter partout. Mais le pouvoir peut avoir plusieurs sens. Il y a un pouvoir qui vient du peuple, mais vous avez aussi un pouvoir qui vient de la force. Et c'est ce pouvoir, c'est celui qu'on appelle le pouvoir dictatorial. Bien, donc, je voudrais surtout m'appesantir sur comment M. Sassou Nguesso conçoit le pouvoir. Nous savons tous que c'est un homme de formation militaire qui serait né en 1943 et qui donc, après avoir intégré l'armée, sort de là comme officier d'actif avec le grade de sous-lieutenant et intègre la politique. Il est proche de Marien Ngouabi, ancien président de la République du Congo, et donc il va, en étant
proche, donc il va intégrer le groupe des progressistes avec Marine Ngouabi. Et beaucoup plus tard, donc le 28 décembre 1975, Sassou est nommé ministre de la Défense et de la Sécurité. À partir de là, il va avoir une ambition politique qui va se caractériser par d'abord sa proximité auprès de Marine Ngouabi, et il va profiter de son rang pour commencer à écarter tous ceux qui sont ambitieux, tous ceux qui veulent avoir le pouvoir à côté de Marine. Les premières victimes vont commencer à l'époque où Sassou est toujours ministre de la Défense. Diawara Koko, en 1973, sera exécuté froidement. Le 18 mars 1977, alors là, il réalise son coup en éliminant Marine Ngouabi lui-même, qui l'a amené au pouvoir. Et pour ce faire, il va donc placer M. Yombi Opongo, qui va diriger le pays pendant 2 ans, et lui, il en sera la deuxième personnalité. Donc, le temps passant, M. Sassou va organiser avec son équipe et ses proches le moyen de faire partir M. Yombi Opongo. Donc, depuis lors, il est la deuxième personnalité du pays. Il dirige les obsèques de sa victime, puis met en place une cour martiale qui est chargée de juger ce que la commission d'enquête désigne comme coupable ou complice. Alphonse Massamba Deba et bien d'autres personnalités sont jugés et exécutés froidement. Il y aura parmi eux le lieutenant Boro, le caporal Ontou et plusieurs accusés. Le 3 avril, Yombi est président de la République et Sassou en étant le vice. Dans le 3 janvier 1978, une cour révolutionnaire d'exception ouvre le procès des 42 accusés. 10 seront exécutés, tous du poule. Le 14 août 1978, le comité militaire du parti dénonce un coup d'État et Félix Mouzavakani, Bernard Kolela, Patrice Fiona, Dieudonné Miaka Sousa, arrêtés sont retenus en prison sans jamais connaître le jugement. En 1978, le capitaine Anga dénonce les manœuvres de Sassou tendant à renverser Yombi. Le 5 février 1979, Yombi est déposé en douceur et sera arrêté quand même le 14 mars de la même année avec Anga, Jean-Michel Ebak. Yombi passe 5 ans en prison sans jugement. En juillet 1987, il sera de nouveau arrêté et jeté en prison, toujours sans jugement pendant 10 ans. Anga, qui s'est réfugié dans la forêt, sera également abattu. Alors, comment M. Sassou conçoit-il le pouvoir? Comment il l'exerce? Et pourquoi il est au centre de tous ces crimes? D'abord, Sassou ne laisse exercer aucun contrôle sur les agents de l'État. Les gens peuvent détourner à volonté l'argent, les biens publics. Ainsi, le jour où vous lui désobéissez, il a votre dossier en main et c'est en ce moment-là qu'il vous appelle pour dire voilà, moi j'ai votre dossier et pourtant ce que vous êtes en train de faire, vous êtes contre moi. Eh bien, je peux vous mettre en prison, je peux vous faire arrêter, je peux vous juger. Ouais, donc c'est ce qu'on appelle avoir le pouvoir absolu. Il est donc celui qui domine, il est le temps. Il exerce sa puissance sur les autres en sortant avec leurs femmes et leurs enfants. Le cas de M. Bokilo, qui est connu, ne surprendra personne. De toute façon, tout le monde sait aussi que sa femme actuelle n'était pas sa propre femme, c'était la femme de M. Kader. Donc, de nombreux ministres et collaborateurs de Sassou
en ont payé de leurs frais parce qu'ils étaient leurs proches collaborateurs. Lors de ces déplacements, tous les commis de l'État doivent aller obligatoirement à l'aéroport pour lui dire au revoir ou l'accueillir. En visite dans le pays, lorsqu'il sort de l'avion, il doit marcher sur le tapis rouge et ne s'asseoir que sur le fauteuil Louis XIV. D'ailleurs, un exemple illustre bien parce que lors de son déplacement à Kelly, au cours, je crois, d'une des campagnes, ses serviteurs avaient oublié d'amener le tapis rouge et le fauteuil. Un hélicoptère sera dépêché pour aller chercher ce matériel-là et le ramener afin qu'il sorte de l'avion. Donc, c'est sa manière personnelle de concevoir le pouvoir qui doit être lui. Lui, il est le pouvoir. Il n'y a personne au pouvoir. C'est lui qui est le pouvoir. C'est lui qui exerce, c'est lui qui est l'autorité. Il n'a mandat de personne. Il ne représente pas le peuple, il se représente. Vous voyez comment on peut définir le pouvoir, comment lui, il conçoit le pouvoir. Et dans cet état d'esprit, le pouvoir étant lui, il a le droit de décider, il a le droit de dire, il a le droit de faire, il a le droit de vie, il a le droit de mort. Mais, de même, comme nous l'avons dit par rapport aux déclarations de Nomanzala, qui voyait que l'homme du Nord ne peut prendre le pouvoir avec une population si faible, bien, M. Sassou est aujourd'hui en train de créer une sorte de comment dirais-je, c'est-à-dire qu'il voudrait que dans sa région, qu'il y ait des hommes capables de dominer les autres par les moyens financiers. Donc, c'est ce que je pourrais appeler l'hégémonie de son clan sur les autres membres, sur les autres clans. Tous les hauts dirigeants, pour prendre cet exemple-là, tous les hauts dirigeants de l'armée et de l'administration financière sont à 90% du clan de Sassou. Pour une armée à faible effectif, si vous prenez par exemple 50 généraux, vous avez au moins 28, sinon plus, sont tous embauchés. Les ministres ou les ministères régaliens ne sont dirigés que par les proches parents ou par les hommes et les femmes de sa tribu. Et donc, en enrichissant scandaleusement sa tribu et en appauvrissant les autres, eh bien, M. Sassou manifeste la suffisance, son instinct de voir son clan dominer les autres par une richesse accumulée durant plus de 30 ans de son règne. Et de quelle manière il voudrait que l'ensemble du peuple se soumette à lui? En fait, ce qu'il veut, ce n'est pas le respect, c'est la soumission. Il faut que les gens se soumettent à lui, c'est lui qui a la parole, sa parole est vérité, sa parole ne peut pas être remise en cause et par là même son autorité non plus. M. Sassou pour atteindre son but, il utilise tous les moyens possibles, à savoir le fétichisme. Pour prendre un exemple, le jour de l'enterrement du Rangwaïlou, à Mbé, M. Sassou envoie un équipage prélever les ossements de la famille de Brazza en Algérie. Son équipage sera bloqué en Algérie et ne sera libéré qu'après de nombreuses négociations. C'était pourquoi faire pour prendre ces ossements? C'est tout simplement pour pouvoir faire des fétiches. On l'a surpris avec Florent Siba en train de parcourir les cimetières des dignitaires téqués pour prendre également les ossements. Aussi loin que l'on ne peut citer tous les exemples, à chaque approche des échéances électorales majeures, les marabouts, les magiciens indiens sillonnent les couloirs du palais de Sassou.
en 1985 à Mokondo, des corps des enfants ont été trouvés sans sexe. Sassou, président de la République, n'a déclenché aucune enquête. Aujourd'hui, quand vous promenez dans tout Brazzaville, vous allez voir des statues en bronze plantées dans tous les ronds-points. Mais ceux qui ont été là savent ce qu'il avait mis avant de planter les statues, qu'est-ce qu'il y a en dessous. C'est tous ces ossements, tous ces fétiches, tout ce qu'il va chercher quelque part, qu'il met là pour pouvoir dominer mystiquement le peuple congolais. Mais à côté des fétiches, il y a ce que moi j'appelle cette toile d'araignée où il attrape tout le monde et il les met dedans, c'est la franc-maçonnerie. Du marxisme, monsieur s'est converti au franc-maçon. Et depuis le 6 décembre 2010, il devient le grand maître du Grand Orient du Congo. Ainsi, pour bénéficier des nominations au grand poste de l'État, il faut devenir frère, c'est-à-dire franc-maçon. Alors, tout cela, c'est tout simplement pour exercer le pouvoir. Et donc, l'abus du pouvoir. Il détient le droit de vie, il détient le droit de mort, il détient le droit de posséder toute la richesse du Congo. En un mot, c'est l'homme le plus puissant du Congo qui n'exerce le pouvoir que pour lui. Alors, pourquoi parler d'un État démocratique? Pourquoi parler d'un État laïque? Pourquoi parler dans sa constitution qu'il a voulu? Comment peut-il présenter une telle constitution à un peuple alors que dans son comportement, rien n'est lié à cette constitution? Il a sa manière d'agir, il a sa manière d'être, il a sa manière de paraître, il a sa manière de représenter le pouvoir ou de représenter son peuple. C'est pourquoi ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est tout simplement pour montrer que si le Congo continue dans cet état d'esprit, ce sont des générations et des générations qui paieront. De toute façon, aujourd'hui, le Congo, c'est le pays où il y a plus d'analphabètes, alors que dans les années 60, on parlait d'un taux de scolarité qui était de 90%. Aujourd'hui, le Congo est le pays le plus pauvre. Aujourd'hui, le Congo est le pays qui connaît un taux de mortalité. De toute façon, nous en avions parlé. Le taux de mortalité, le taux de fertilité, tout cela, c'est lié justement à cet état de pauvreté, donc au pouvoir, parce que c'est le pouvoir qui doit incarner, c'est le pouvoir qui doit orienter. Aujourd'hui, le peuple congolais ne sait pas là où nous parle. On ne connaît pas quelle est la direction que nous devons prendre. Donc, d'où il y a aujourd'hui une idée majeure. Si nous continuons avec cette politique, eh bien, le Congo sera le dernier maillon, si nous ne le sommes pas encore, le dernier maillon de l'Afrique centrale. Étant donné que le temps est très vite passé, bien, je préfère m'arrêter là. Et s'il y a des questions, je répondrai. Merci. Alors, David, tu peux reprendre. Merci, voilà. Non, non, voilà, ok. Donc, voilà. Écoute, tout le monde a compris. Merci pour ton intervention. Donc, sous un aspect plus inattendu d'ailleurs de Sassou. Et j'espère que ça a contribué ça a ajouté un élément de compréhension à la politique qu'il mène au pays et les conditions dans lesquelles il instaure ou il la structure. Donc voilà, il est à 23 heures et normalement, on doit terminer la conférence à 23h30. Je vais passer un film sur le fédéralisme fiscal
Et puis après, nous pourrons laisser la parole aux auditeurs qui voudraient éventuellement poser des questions. Donc, je vous explique, pour poser des questions, vous avez en haut l'icône conversation. Vous cliquez dessus et vous pouvez poser votre question. Ça n'est pas compliqué. On prendra le temps d'y répondre. Et voilà, donc, je vais vous projeter un petit film pour vous montrer grosso modo, puisqu'on n'a pas un sujet qui est très vaste. Donc, je vous projette ce film, ce petit film que j'ai fait, qui reprend globalement le concept du fédéralisme fiscal. Donc, la première des choses, c'est assurer l'égalité fiscale de tous les États devant la fédération. Donc, parce qu'on entend souvent, l'un des points de blocage, c'est que beaucoup de personnes qui sont dans des régions qui, pour eux, pensent que ne produisent pas suffisamment de ressources, se disent, voilà, si on entre dans le système fédéral, cela pourra nous appauvrir un peu plus, et étant donné que nous n'avons pas de richesse. Mais en fait, il y a un point qui n'a pas été souligné au cours de cette conférence. C'est un point important qui structure en partie la vie économique et sociale congolaise, c'est l'exode rural. Donc, tout le monde constate que plus de 70% de la population congolaise est concentrée dans les villes, dans les grandes villes. Et sur le reste du territoire, nous avons environ le taux d'occupation, la densité la plus faible d'Afrique centrale, 12,4 habitants au kilomètre carré. Donc cela, normalement, devrait interpeller les uns et les autres pour comprendre que la mise en place du système fédéral permettra de fixer les gens dans les régions dans lesquelles ils peuvent apporter leur concours pour le développement de leur région, de leur État, sans forcément se transporter vers Brazzaville pour avoir un emploi, travailler. Donc, il faut tordre le cou à l'idée selon laquelle que si on construit la fédération, il y a des États qui vont se trouver appauvris. C'est faux, parce que justement, la fédération permet et assure, comme on l'a vu tout à l'heure, l'égalité entre les différents États. Donc, j'ai dit, bon, voilà, donc, fédéralisme fiscal, pourquoi? Le fédéralisme fiscal on va se structurer autour de quelques éléments centraux qui sont, donc voilà, donc pallier ce que je vous ai dit tout à l'heure, et donc la distribution, donc 3 éléments centraux, distribution, allocation, décentralisation. Et décentralisation, c'est pas, il faut pas confondre ici, c'est décentralisation des compétences, tout simplement. Et donc, ceux qui craignent que voilà, donc là on part sur le principe de l'allocation. Ceci, c'est pour assurer toutes celles et tous ceux qui pensent que si leur État ne produit pas de richesse ou de ressources minières, il sera appauvri. En fait, il faut tout simplement déterminer les fonctions qu'on va déléguer à la fédération, qui va jouer, c'est des fonctions essentiellement de régulation, et de ce fait, la production de biens publics purs va relever du pouvoir central. Donc, ces biens se caractérisent par les qualités de non-rivalité dans la consommation, de non-exclusion dans l'appropriation qui fait référence à l'impossibilité d'exclure un usager à l'accès aux biens. C'est-à-dire,
si vous vous déplacez dans un État et que vous tombez malade dans cet État-là, cet État a l'obligation de vous apporter les soins dont vous avez besoin. Donc, il ne faut pas déjà au sein de la fédération, la circulation des agents, c'est-à-dire des individus, est libre. Comme l'a expliqué José Mendes, il est effectivement, quand vous déplacez d'un État à un autre, vous disposez des mêmes avantages, sauf si vous décidez de vous installer dans cet État, vous devez bien sûr épouser toutes les règles imposées par cet État-là. Mais pour tout ce qui est des biens publics essentiels, l'État dans lequel vous vous trouvez au moment où vous avez besoin de ce service-là, cet État-là a l'obligation de vous le fournir. Donc, il faut dépasser cette idée, cette peur qui est injustifiée, qui dit que quand on est en fédération, on est dans un processus d'exclusion. C'est faux. C'est faux. Je crois que des exemples vous ont été donnés par l'intervention de José, Père, et qui vous ont montré que c'est pas que tout le monde se retrouve et est représenté, quelle que soit son ethnie, quel que soit son état d'origine, quelle que soit sa provenance. Donc, ici, la décentralisation, donc deuxième point, la décentralisation des compétences et des moyens budgétaires des autorités, États membres à développer des incitants pour attirer les secteurs d'activité qui peuvent donc, voilà. Il faut aussi, faut voir à travers dans la fédération, la possibilité des États d'avoir, donc de développer effectivement les ressources, de développer d'organiser toute leur production, mais leur donner aussi la possibilité d'être agile. Pour cela, il ne faut pas que les États ne soient pas enfermés dans un fédéralisme corsé. Il faut leur permettre de pouvoir établir ce qu'on appelle des joint ventures infra et internationales. Essentiellement pour les États qui se trouvent au niveau des frontières, peuvent être intégrés dans des projets de développement régionaux qui peuvent par exemple être avec le Gabon ou avec la RDC ou avec le Cameroun ou avec le Tchad. Ce qu'il faudrait comprendre aussi, parce que le fédéralisme, c'est quand même la possibilité de pouvoir, dans le cadre du Congo, c'est le seul, c'est-à-dire après avoir fait un bilan négatif de l'État-nation, je crois que c'est la seule possibilité qui reste pour nos pays de sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc donner de l'agilité aux États, cette agilité leur permet de construire des projets communs avec d'autres États ou avec des pays riverains ou frontaliers. Et pourquoi pas donner la possibilité, mais ça c'est à définir éventuellement dans la Constitution, donner la possibilité de demander des aides au niveau des organismes internationaux. Par exemple, en Afrique, il existe le NEPAD. Est-ce que le Congo demande et s'intègre dans ce projet-là? Non. Donc, le système de décentralisation des compétences. Voilà. Donc ça, c'est un point important mais évidemment, ce système ne peut se développer que dans un contexte démocratique, parce que tout ce que nous disons ici ne peut s'inscrire que dans un contexte de démocratie
on pourrait qualifier, entre guillemets, de libéral. C'est-à-dire un contexte dans lequel on donne la primauté à l'économie, aux compétences, à la valorisation des ressources avec les vraies compétences, à dépasser le patronage par appartenance, par affinité technique, pour favoriser la méritocratie. Donc, nous nous inscrivons dans cette logique et toutes celles et tous ceux qui pensent que ce contexte, cet environnement n'est pas favorable, n'ont qu'à refaire, n'ont qu'à voir tout ce qui s'est passé depuis 60 ans. Encore une fois, c'est plus ou moins une vérité. On ne pourra jamais se développer à partir d'un système qui avait été conçu pour nous exploiter. On ne peut pas faire des briques carrées avec des moules ronds. Ça n'est pas possible. Tous les processus qui ont été intégrés, qui ont été développés au Congo ou dans les colonies, étaient orientés essentiellement vers l'exportation des matières premières exploitées. Ils n'étaient pas orientés dans le développement des locaux. Donc, on nous a imposé l'État-nation, on nous a imposé l'État unitaire. Et dans le bilan, après 60 ans, est négatif, clairement négatif. Il y a des pays en Afrique qu'on ne cite pas suffisamment, mais qui ont fait des efforts énormes. Je parle du Nigeria, la Fédération du Nigeria, même s'il y reste des problèmes. Mais c'est quand même l'un des rares pays qui peut aligner un nombre de présidents. La démocratie marche. Vous avez l'Éthiopie, qui était confrontée à des conflits, je dirais séculaires, même millénaires. Ce pays, depuis 1996, s'est engagé dans le fédéralisme. Et ce pays, actuellement, connaît un développement qu'on n'aurait pas imaginé dans les années 80. Je dirais même, et c'est pour vous dire que tout est en train de bouger autour de nous, ce sujet du fédéralisme est en train de prendre corps au Tchad. Apparemment, c'est encore à vérifier, mais c'est vrai, parce que je l'ai lu. Les prochaines élections, les prochaines échéances électorales vont se structurer autour du débat du fédéralisme. Nos amis les Camerounais, les anglophones, sont en train de ramener ce débat sur le devant de la table. Notre ami José Baer, qui n'a pas dit son pays d'origine, qui est gabonais, et merci d'être avec nous, là-bas aussi, ce sujet, ce concept va entrer progressivement dans le débat politique. Donc, pourquoi j'ai cité tout ça? C'est pour voir que la matérialisation des joint ventures, l'agilité des régions, peuvent permettre un développement harmonieux. Voilà, donc je continue. Donc là, le principe de décentralisation. Et donc, par la suite, nous allons voir que le dernier principe, qui est aussi important, c'est le principe de la distribution. C'est-à-dire, il est évident que tous les États ne seront pas égaux sur le plan fiscal. Tous les États ne seront pas égaux en termes de richesse produite. Mais comme je vous ai dit dès le départ, au début, la fédération va réguler. La fédération va réguler. Va apporter la garantie à chaque État d'être viable. Il y a l'autre sujet, il y a l'autre point auquel il faut vraiment tordre le cou, c'est le point selon lequel, mais nous ne sommes pas assez nombreux pour pouvoir créer une fédération. Je vous dis, cela est faux. Parce qu'il y a un pays que je visite assez souvent, les Bahamas. Ce pays, ils sont environ maximum 300 000 habitants. Mais c'est la troisième économie d'Amérique du Nord.
L'Islande, ils sont aux alentours de 400-500 000 habitants. C'est une économie florissante. Le Luxembourg, ils sont moins d'1 million. Donc, ce qui compte, c'est le niveau d'engagement des individus, l'implication à développer leur région, qui est important. Qui est important. Et le point central, c'est de pouvoir dire, si actuellement au Congo, nous vivons dans un déséquilibre inacceptable en termes d'infrastructure, en termes quand je parle par exemple, ce n'est pas imaginable, comme a dit Covalin, dans les 3 entités majeures, nord, centre, sud, que chaque entité n'est pas un centre de recherche, une université, par exemple, n'est pas une métropole importante, digne de son nom, pour développer, pour contribuer au développement du pays. Les universités peuvent être implantées pour pousser la recherche dans les domaines qui sont importants pour le développement des régions. Et puis en plus, je continue, le fédéralisme, c'est assurément la solution la plus viable. Parce que qu'est-ce qui se passe au Congo? Actuellement, nous avons 11 prétendants qui se battent pour un seul fauteuil. 11 prétendants qui sont assis sur des partis ethnocentrés et qui se battent pour un fauteuil. Mais qu'arrivera-t-il s'il y avait 11 fauteuils, je prends un exemple, 11 fauteuils pour 11 régions? L'État central n'aura qu'un pouvoir négligeable de régulation, diplomatie, monnaie, douane, mais toute la puissance de développement serait confiée aux régions. Et à ce moment-là, ces régions-là connaîtront un développement harmonieux, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, il reste peut-être encore des débats sur la façon, le nombre des régions, parce que ça, bon, effectivement, c'est un débat, 3, 4, 9, 12. Mais nous devons, ce débat sur le fédéralisme doit infuser au sein du peuple. Il doit infuser au sein du peuple. Le peuple doit s'en approprier, parce que c'est le peuple qui crée la démocratie. C'est le peuple. Il y a des fédérations qui sont en Afrique. La fédération du Mali, parce que c'était fait entre Senghor et Modibo Keïta, et le peuple n'était pas associé. Donc on avait deux grands acteurs qui avaient une idée de développer une fédération, mais qui n'a pas duré quelques mois, ouais. Parce que le peuple n'était pas intégré. Oui. Donc, c'est pour cela. Donc, je vais pas aller, j'irai pas plus loin. Je t'envoie des trucs tout à l'heure. Il reste environ un quart d'heure, pas beaucoup, pour les questions éventuelles. Et donc, je remercie tous ceux qui sont là et qui ont suivi cette conférence. Malheureusement, le temps, on a démarré un peu plus tard. Il y a des gens qui s'étaient connectés, donc qui sont déconnectés après. Mais bon, c'est un début. Voilà. Est-ce que il y a des questions à poser? Merci. Donc, nous allons encore faire un tour de table pour conclure. Voilà. Et je pense. Donc, je vais faire un tour de table avec tous les intervenants, les conférenciers, pour pouvoir dire un dernier mot. Je vais commencer donc par José. Je passe la parole. Tu as la parole, José. Allô? José, tu as la parole. C'est bon? Est-ce que je l'ai là? Allô? Allô? Oui, on t'écoute, José.
Ok, d'accord. Donc, David, merci pour l'organisation de cette conférence. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'avenir des pays africains. En l'occurrence, aujourd'hui, nous parlions de l'état du Congo-Brazzaville. Je pense que je n'ai pas tout détaillé. Par exemple, tout à l'heure, en écoutant mon ami Kovalin, euh, il m'a fait penser que je vous ai pas dit, par exemple, que en Suisse, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Comment ils font? Dans le gouvernement, parmi les 7, il y a tous les partis qui sont représentés. Sur quels critères? Ils disent simplement les 4 premiers partis qui arrivent en tête aux législatives, ils auront chacun 2 ministres, 2 ministres, 2 ministres, et le dernier aura un ministre. Ça fait 7. D'accord? Ça fait que si on l'avait appliqué ce cas à la France, là, au cours des dernières élections, vous avez vu comment ça s'est passé. Eh bien, le président actuel, Macron, aurait eu 2 représentants au gouvernement. François Fillon aurait eu 2 ministres. Marine Le Pen aurait eu 2 ministres. Et Jean-Luc Mélenchon aurait eu 1. Ça aurait fait 7. Cette logique inclusive amène à comment dire, préserver même les petits partis. Parce que dans nos pays, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les partis dominants qui écrasent tout le monde, qui prennent tout, l'Assemblée nationale et autres en otage, et les autres ne sont plus représentés. Dans un système comme celui que je suis en train de vous décrire, eh bien, les gens, ils apprennent à parler, ils apprennent à partager leurs opinions, ils apprennent à avoir une vision qui transcende leur particularisme pour aller vers celle de l'intérêt général. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Je vous invite à regarder les vidéos, lire les choses que nous avons déjà écrites sur la fédéralitude, mais si on n'a pas les connaissances minimum, on ne peut pas soigner nos pays. Nous devons faire l'effort d'apprendre, d'acquérir les compétences et les connaissances pour que nous ayons un débat constructif pour nos pays. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Greg qui a parlé du président actuel du Congo. Et à travers son intervention, on voit où peut mener le système de l'homme providentiel. Chaque fois que la multitude élève une personne, il y a toujours le risque que la personne que vous avez élevée finisse par écraser la multitude. Allons vers l'intelligence collective. Et si vous regardez même les vidéos sur l'intelligence collective, vous lisez des livres sur l'intelligence collective, vous allez comprendre que c'est l'avenir. Nous sommes obligés d'y aller parce que les nouvelles générations avec les nouvelles technologies n'ont plus la conception verticale, pyramidale du pouvoir. Ceux qui travaillent dans les entreprises, vous verrez que les jeunes ingénieurs qui arrivent, mais ils en savent autant ou plus que le gars qui est directeur depuis 20 ans dans son entreprise. Et ils ne viennent pas là pour subir ses ordres, écouter ce que lui il a à dire. Ils sont là pour dire, voici comment nous pouvons avancer ensemble. Donc, merci David, merci aux autres intervenants. Ce type d'événement, on peut le multiplier pour vraiment accroître le niveau de connaissance de nos compatriotes. Petit à petit, on ne sait pas où d'âge. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne soirée et j'en ai fini. Je vais passer la parole à Kovalin pour conclure. Alors, merci beaucoup David pour cette réunion. C'est vrai que ça faisait 2 ans à peu près que je ne m'étais pas exprimé sur ces sujets, mais je continue à travailler, à réfléchir. Je suis en train d'écrire actuellement un livre sur la tribalité, sur ce que je souhaite apporter à mon pays, le Congo-Brazzaville. Il y a une chose très importante, c'est que ce pays n'a pas été créé par nous-mêmes. Il a été créé par une puissance coloniale.
il y a une chose très importante, c'est qu'il y a à l'intérieur de ce pays 3 zones ethno-linguistiques, 3 peuples, 3 nationalités. Et notre devoir à nous, c'est d'unir les 3 nationalités pour en faire une seule nation. Que je sois du nord, du centre ou du sud, que je puisse être fier d'appartenir à une seule communauté nationale. Et donc, il faut recréer la nation, il faut même pas la recréer, il faut la créer, puisqu'elle n'a jamais existé. C'est en cela que la tribalité pourra apporter, le moment venu, sa part à l'édification de cette nouvelle nation. On ne construira pas nos pays en faisant du mimétisme à l'occidental. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous, et nous avons nos propres valeurs, et nous pensons qu'à partir de nos propres valeurs, on peut reconstruire les États, on peut construire des nations africaines. Les Chinois, grâce à la révolution culturelle qu'a apportée Mao, ils sont devenus aujourd'hui l'une des grandes puissances. Ce qu'a réussi la Chine, ce qu'a réussi le Japon, à travers le maintien de sa propre culture, je pense que nous, les Congolais, et les Africains en général, nous devons revenir à nous-mêmes. Revenir à nous-mêmes, c'est aller puiser dans notre propre culture les éléments qui peuvent permettre de construire une nouvelle nation. Revenir à nous-mêmes, c'est de nous baser sur nos propres référentiels. Revenir à nous-mêmes, c'est rentrer en nous-mêmes, dans nos propres schémas. Et quand nous aurons réussi cela, nous pourrons construire des États où il fera beau vivre, et non des États où un individu est capable de massacrer toute une région. L'heure de l'éveil a sonné pour les populations. Le travail que nous faisons est énorme parce qu'il faut changer les mentalités, il faut changer tout ce qui a été fait depuis 60 ans. Ce n'est pas un travail facile. C'est en cela que je remercie David pour l'organisation de cette réunion. Je remercie également tous les intervenants parce que chacun a pu apporter une voix, une vision pour sortir l'Afrique de tous ces tracas. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Si David veut faire une version 2, je serai partant et il n'y a pas de souci de mon côté. Bonne soirée à tout le monde. Voilà. Merci Covalin. Effectivement, on fera d'autres versions pour pouvoir continuer à produire cette idée. Parce que comme tu as dit, il faut remettre l'ouvrage sur le métier pour avancer. Parce que c'est un concept que les gens n'ont pas beaucoup, qui a été souvent pollué par ceux qui défendaient la séparation, la scission du pays. Donc, il faudrait dépasser cela. Il a été pollué, ce concept. C'est montrer aux gens qu'on peut vivre, qu'on peut entamer et vivre ensemble dans la diversité et dans le respect. Et ça, c'est le rôle de la fédération. Donc, voilà. Et merci donc d'avoir contribué, d'avoir apporté lumière à l'ensemble des personnes qui ont assisté à cette réunion. Et ça sera donc une prochaine fois et on prendra le temps de l'organiser. Merci beaucoup. Et Greg, est-ce que tu peux conclure? Merci. Je dirais tout simplement que si j'ai parlé du pouvoir Sassou, ce n'était pas tout simplement pour stigmatiser Sassou, mais c'est pour montrer comment nous avions évolué depuis l'indépendance. Vous savez que depuis l'indépendance, nous avions le colon, avant de partir, a construit cette toile d'araignée qu'on appelait, si vous voulez, le centre-ville même. Il y a plusieurs toiles d'araignée que le colon a laissées pour nous avoir. Donc, parmi lesquelles, vous voyez déjà même notre propre culture qui a été complètement démantelée. Lorsqu'on est instruit, on doit vivre au centre-ville. Donc, pour ressembler aux colons. Et donc, pour avoir une nation, il faut un pouvoir qui reste au service de tous les citoyens.
Et pour que ce pouvoir reste au service de tous les citoyens, il faut bien que tous les citoyens participent à la construction de ce pouvoir-là. Et les systèmes que nous importons, à savoir la démocratie à l'occidentale, est-ce que ces systèmes-là conviennent-ils à notre culture, à notre façon de vivre? Il faut qu'on se pose cette question-là. Parce que, vous voyez, la démocratie à l'occidentale n'est pas, je pense qu'elle ne nous convient pas. Pourquoi? Parce que ces partis politiques, moi j'ai appelé les chefferies, sont généralement des partis politiques qui ne véhiculent pas une idéologie. Les gens n'y adhèrent pas par conviction. Ils adhèrent tout simplement parce que, voilà, le chef de tribu, il est là. Quand on voit tout ce dont nous avions parlé, que ce soit le MCDDI, que ce soit l'UPADES, ce sont des partis qui ne sont pas nationaux, ils sont déjà régionaux. Et donc, les gens adhèrent parce qu'on appartient à cette région. Il faut des systèmes qui nous permettent de nous reconnaître et d'être là parce que je suis convaincu, parce que ce qu'on me dit, je le comprends. Ça ne sert à rien d'avoir 10 000 partis, comme nous avions, 10 000 régions, je ne sais pas combien de régions nous avions, mais j'exagère bien sûr en disant 10 000, c'est pour dire tout simplement qu'on a plusieurs régions. Nous sommes un peuple. Et d'ailleurs, Kadhafi définissait le peuple comme l'émanation d'abord d'une famille. C'est-à-dire qu'au centre, nous avons une famille. Après, on a le clan. Et puis, on a la tribu. Puis, on a le peuple congolais. Vous voyez, donc, il y a des étapes. Et pour franchir toutes ces étapes, pour bâtir une nation, il faut d'abord que nous ayons une idée précise. Que voulons-nous? Quelle est notre culture? Singer les autres. Monter des gouvernements qui ne représentent rien, ces gouvernements-là. On va mettre ministre de ceci. Quelle est sa fonction? L'armée, par exemple, on va créer les bérets rouges, on crée les bérets bleus, la marine, alors que nous n'avons même pas des instruments pour tout ça. Alors, nous sommes aujourd'hui libres de penser quelle nation nous voulons construire, quelle nation nous voulons léguer à nos générations futures. Sortons de ces chemins. Sortons de ce que nous importons de l'Occident dont nous n'avions même pas la maîtrise. Soyons d'abord nous-mêmes. Comme aujourd'hui, certains pays sont en train de le faire. On voit, par exemple, même l'Arabie Saoudite. Regardez les Émirats Arabes Unis. Ils ont un gouvernement central. Ils ont des gouvernements qui s'occupent, qu'on appelle des gouvernements régionaux. Vous avez Abu Dhabi, vous avez, je ne sais pas, bon, j'en passe, mais vous voyez, donc, on peut arriver à construire ces systèmes nationaux et ces systèmes permettront à notre population de se reconnaître et de vivre ensemble. C'est pour cela que je vous remercie. J'espère pour David qu'il y aura encore d'autres conférences parce qu'on a beaucoup à dire et c'est le moyen de réfléchir, c'est aussi le moyen d'échanger avec les autres pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe dans d'autres pays. On n'a pas tous la chance de voyager, on n'a pas tous le courage parfois de lire des livres et donc on doit partager cette connaissance-là. Je vous remercie. Bonsoir et à la prochaine fois. Bonsoir à tout le monde et donc je vous souhaite une très bonne nuit qui est déjà très avancée et à la prochaine visio que l'on pourra organiser dès que possible. Donc merci beaucoup et d'avoir déjà été là et puis d'être venu. Je vous remercie et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.